je suis Clément Méric et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction d'LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. La séance est ouverte. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast hebdomadaire Bourbon Hebdo. Au sommaire cette semaine, la suspension de la réforme des retraites sur fond de guerre des gauches, un incident de séance qui a mis Yaël Braun-Pivet dans une colère noire, une commission d'enquête qui s'annonce tendue pour l'audiovisuel public, enfin vie ma vie de suppléants, et oui, les anciens ministres sont de retour comme députés à l'Assemblée, les suppléants ont donc plié bagage. Et avec moi pour nous raconter les coulisses de l'Assemblée cette semaine, Elsa Mondingava, Anne-Charlotte Dussault et Marco Pommier. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors Elsa, tu es la présentatrice de l'émission qui accompagne les questions au gouvernement tous les mardis, tous les mercredis sur LCP. Marco, tu es un des journalistes qui intervient dans cette émission et tu interviens aussi régulièrement dans l'émission. Chaque voix compte. D'Adeline François. Chaque voix compte, ça c'est le soir, toujours sur l'antenne d'LCP. Enfin Anne-Charlotte, tu fais partie du service web. On peut donc lire tes articles sur le site lcp.fr. On commence avec cette annonce qui a surpris tout le monde jeudi soir. Il n'y a pas que des députés, il y a aussi des collaborateurs qui travaillent autour des députés, des administrateurs, et ils sont tous légitimement fatigués. Pour tenir compte de cette réalité, de l'impossibilité d'aller lundi au vote, pour tenir compte de cette réalité du travail immense qui est fait dans cet hémicycle depuis des jours, depuis des semaines, pas seulement par les députés, mais par toutes celles et ceux qui travaillent autour des députés. Le gouvernement n'ouvrira pas samedi et dimanche les travaux à l'Assemblée nationale. C'était donc Laurent Panifou, le ministre des Relations avec le Parlement. On voit qu'il est très chahuté quand il annonce que finalement les députés ne vont pas siéger ce week-end. Ça met en colère notamment la gauche. Pourquoi ? Alors surtout la gauche, puisque les autres groupes politiques, dès le début de la séance de jeudi soir, avaient dit c'est pas très raisonnable de siéger samedi et dimanche. On a déjà siégé le week-end dernier. Jean-René Cazeneuve, par exemple, qui est commissaire aux finances pour le groupe, hier me disait sur 5 semaines, les commissaires des finances en sont à 292 heures. Donc il y avait une demande à la fois du Rassemblement national, de la droite et du groupe Ensemble pour la République de dire allez, on doit au moins ne pas travailler dimanche. Donc le ministre des Relations avec le Parlement a dit finalement on ne siège ni samedi ni dimanche. Et les Insoumis notamment, les écolos, en voilà une manœuvre pour le gouvernement pour dire en fait si on ne siège pas samedi-dimanche, on ne pourra pas venir à bout de tous les amendements dans les délais impartis. Donc c'est la crainte que certains ont. Le ministre a voulu rassurer en disant que normalement la semaine prochaine il y avait 80 heures qui restaient justement pour l'examen du texte et qu'a priori ça pourrait finir. Ce qu'il voulait aussi provoquer, je pense, c'est un peu un électrochoc dans le sens où c'est les députés aussi qui peuvent permettre d'accélérer les débats ou non. Philippe Brun pour les socialistes dit on va regarder ce week-end, on va faire vraiment des retraits massifs d'amendements. Il reste 2000 amendements. 2000 amendements, c'est énorme. Sur une semaine, c'est pas sûr du tout que ça peut passer. Donc c'est sûr que s'il n'y a pas des choix d'amendements qui sont faits, une volonté collective d'accélérer, quand bien même ils avaient siégé ce week-end, ce n'était pas assuré qu'ils puissent finir dans le délai imparti, c'est-à-dire le 23 à minuit. C'est ma question suivante. Est-ce que ça va avoir un impact, cette annonce, sur le calendrier budgétaire ? Parce que ça retire quand même 2 jours où ils devaient siéger. Est-ce qu'il est encore possible d'adopter à la fois le budget de l'État et le budget de la Sécurité sociale dans les temps ? Marco ? Ça peut être un peu compliqué, ça c'est certain. Ce que dit aussi la gauche, c'est que le gouvernement, il essaye de jouer la montre et que ça pourrait très bien l'arranger finalement que l'on arrive au 23 parce que... Donc le 23, c'est la date limite pour le projet de loi de finances. Exactement, pour le projet de loi de finances. Et avec l'idée aussi qu'il faut qu'il y ait un budget d'ici le 31 décembre et qu'au final, ça pourrait très bien arranger le gouvernement de le faire passer par ordonnance parce que les délais constitutionnels seraient dépassés et que, d'une certaine manière, ça arrange le gouvernement effectivement de jouer la montre. Donc il y a 2 options. Si le Parlement ne se prononce pas dans les temps, soit des ordonnances, soit une loi spéciale. Est-ce qu'on sait quelle serait l'option privilégiée par le gouvernement ? Alors, je crois qu'il y a des options différentes en fonction du budget de la sécurité sociale et le budget de l'État, puisque le budget de la sécurité sociale et le délai constitutionnel, c'est mi-décembre, le 12, alors que le budget de l'État, c'est le 23 décembre. Ce qu'on commence à réfléchir, notamment au sein du groupe Ensemble pour la République, c'est de dire 2 budgets par ordonnance, c'est peut-être compliqué. Donc peut-être qu'on peut réussir à faire passer celui de la sécurité sociale par ordonnance pour peut-être se donner du temps sur le budget de l'État.
mais le budget de l'État sera adopté peut-être plutôt par une loi spéciale, puisque en l'état, il n'y a pas de majorité pour le voter. Loi spéciale, on rappelle, hein, c'est reconduire le budget de l'année précédente. Voilà, et se donner un peu de temps en janvier, février pour essayer d'aboutir à un budget. Il y a vraiment un énorme flou sur l'atterrissage possible sur ces budgets. Sachant que la loi spéciale, ça s'adapte, ça vaut pour le PLF, le projet de loi de finances, donc le budget de l'État, mais pas forcément pour le budget de la sécurité sociale. L'année dernière, puisqu'on avait été confronté à ça, la loi spéciale donc sur le budget de l'État était passée avec des modalités concernant le budget de la Sécu dans cette loi spéciale. Mais donc il y a plusieurs petites possibilités, mais pas une loi spéciale sur le PLFSS en lui-même pour le coup. On en vient au moment que tout le monde attendait dans ce débat budgétaire. Il a eu lieu mercredi, dans les tout derniers instants que les députés ont consacrés au budget de la sécurité sociale. Votant 505, exprimé 401, majorité 201, pour 255, contre 146, l'Assemblée nationale a adopté. La réforme des retraites suspendue, donc, ou plus précisément décalée dans le temps, c'était la principale exigence du PS pour ne pas censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu. Finalement, ce vote, il a été moins serré que prévu. Oui, et je reviens juste sur les mots. Alors, si vous dites suspension, c'est que vous êtes soit socialiste, soit du gouvernement. Si vous dites décalage, c'est que vous êtes Vous faites plutôt, plaisir à LFI. Voilà, aux insoumis. Ça, c'est vous qui le dites. Il y a vraiment eu un débat. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les socialistes disaient suspension dans l'hémicycle, les insoumis hurlaient décalage. Voilà, il y a vraiment un débat sémantique sur cette question. Oui, c'était un vote assez plus large, je pense, qu'annoncé. Le matin, certains se sont un peu fait peur en disant que ça peut se jouer vraiment à pas grand-chose. Puis en fait, au fil de la journée, il y a eu les consignes des différents groupes qui sont tombés. 255, voilà, il y avait quand même une large majorité à l'Assemblée pour adopter justement cette suspension, sachant que le groupe Ensemble pour la République a eu une position d'abstention assez largement respectée dans le groupe, même si certains s'en sont affranchis. Justement, Gabriel Attal expliquait que voilà, ils sont défavorables à cette suspension, mais favorables au compromis. Et donc l'abstention, c'était une manière de trouver un chemin. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements à tirer des positions des autres groupes macronistes, ceux du bloc central, Horizon, le Modem ? Alors, Horizon, affranchissement total, puisque eux ont voté contre et ils ne sont pas allés de main morte pour dénoncer une ineptie budgétaire. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi ce qu'a fait la droite, donc qui ne fait pas partie du bloc central et pas vraiment partie non plus du socle commun. La consigne du groupe, c'était de voter contre la suspension. 25 députés ont suivi, 8 ont voté pour la suspension, 9 se sont abstenus. Donc on voit que la consigne n'a pas été respectée. Parmi les députés qui ont voté pour cette suspension, Yann Boucard, Julien Dive, qui m'expliquaient pendant la séance qu'ils avaient été contre la réforme Borne à l'époque et que par cohérence, ils n'allaient pas suivre leur groupe qui leur disait d'être contre, alors que voilà. Donc là, on vient de voir beaucoup d'abstentions, beaucoup de votes contre cette suspension. Finalement, ce sont les voix du RN qui ont permis de faire passer cette mesure parce que la gauche, elle s'est divisée sur le sujet. Illustration. Je suis abasourdi devant les circonvolutions de certains à gauche qui cherchent toutes les bonnes raisons pour ne pas voter ce qui va se constituer une avancée pour des centaines de milliers de nos concitoyens. Jamais je n'aurais pensé voir quelqu'un à gauche pouvoir invoquer des arguments sur le financement ou sur tel détail technique pour justifier un vote contre une avancée sociale. C'était le socialiste donc Jérôme Guedj, très en colère contre la France insoumise qui a voté contre ce décalage ou cette suspension donc de la réforme des retraites. Quels sont les arguments de la France insoumise auxquels Jérôme Guedj fait référence ? La France insoumise, en fait, dit très clairement que le PS a capitulé sur le combat contre la réforme des retraites, en disant, en fait, ce sont les assurés sociaux et les retraités qui vont payer. Et résultat, en fait, voter pour la suspension ou le décalage, encore une fois, c'est reconnaître d'une certaine manière que les 64 ans sont utiles et qu'en fait, il s'agit juste de débattre de quand est-ce que ça va véritablement s'appliquer. Et donc, la France insoumise estime que pour cela, il ne fallait pas voter la suspension ou le décalage. C'est ce que Mathilde Panot, la présidente du groupe, dit très clairement. En fait, elle dit les Insoumis ne valideront jamais par leur vote les 2 années volées aux Français. Donc on est vraiment sur le fait de valider. Pour eux, ça valide la réforme Borne quand même. Qu'est-ce qui s'est joué dans ce vote pour la gauche ? Est-ce que ça préfigure peut-être une recomposition de la gauche pour les prochaines échéances électorales municipales et puis bien évidemment pour la présidentielle ?
émancipation quand même du PS, qui là on voit qu'il y avait une vraie facture. Hein. Quand Jérôme Guedj parlait, moi j'étais en tribune, les Insoumis couvraient sa voix. C'était assez impressionnant. Il y a un petit contentieux entre Jérôme Guedj et les Insoumis. Voilà, particulièrement, mais c'est vrai que c'était vraiment assez virulent entre les deux. Et puis au milieu, il y a toujours les communistes et les écologistes, donc là qui ont eu des positions différentes. Les écologistes, alors on va peut-être les rappeler, oui. Voilà, ont décidé de voter pour la suspension avec plein de critiques, plein de vigilance. Quand les communistes ont décidé de voter contre, alors ça préfigure pas forcément que les écolos sont plus proches des socialistes maintenant que des insoumis, mais on voit bien que la gauche a eu du mal n'était pas du tout unitaire sur cette question de la suspension de la réforme des retraites et surtout de ce que ça veut dire sur le rapport au gouvernement, de négocier ou pas avec le gouvernement. Marco ? Non, mais c'est vrai que ces écolos, et ces communistes, ils ne veulent pas, en général, prendre parti, on va dire, dans les bisbilles entre les insoumis et les écologistes. Eux, ils préfèrent jouer un peu la chèvre et le chou. Ils veulent pas choisir entre papa et maman. Ils préfèrent jouer la carte. Ils préfèrent jouer la carte de l'unité face à un rassemblement national qui est très fort. C'est vrai qu'on pourrait se dire parfois que les écologistes et les communistes sont peut-être un peu plus proches des positions insoumises, mais en tout cas à l'Assemblée, c'est pas forcément vrai au niveau du parti, au niveau national. Mais après le vote, salle des 4 colonnes, il y a Clémentine Autain, donc groupe écologiste, qui, elle, s'est abstenue, donc tous n'ont pas suivi le vote pour, qui disait, en fait, c'est un colis piégé, cette affaire, on avalise d'une certaine manière la réforme des retraites, donc ce que dit pour le coup de la France insoumise, mais elle dit aussi, contrairement aux insoumis, je ne veux pas empêcher un gain, mais je ne suis pas dupe. Donc en fait, il y a vraiment, ils sont sur un fil entre ce qu'on valide et ce qu'on valide pas. Et juste sur le Parti socialiste, il y avait Laurent Baumel, qui est député socialiste, qui voyait dans ce qui s'est passé sur la réforme des retraites, lui, il disait que c'était hyper illustrateur de la nature réelle du clivage entre le PS et les Insoumis, entre ceux, justement, par rapport au rapport au gouvernement, entre la tradition révolutionnaire portée par LFI de rester pur et de ne jamais, en fait, négocier et faire des petits pas, et justement, celle socialiste, social-démocrate plus classique. On passe au reste de l'actualité de la semaine à l'Assemblée. On commence avec cet incident de séance qui a eu lieu mercredi dans l'hémicycle. Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. Alors on entend la colère de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Il faut aussi la voir, hein. Visuellement, c'était très impressionnant. Est-ce que ça a surpris certains députés, sa réaction? Alors, c'est vrai que si vous voulez, ce qui est assez particulier, on est en plein débat sur la réforme des retraites. Le groupe UDR, donc le groupe d'Éric Ciotti, n'a même pas encore pris la parole pour donner sa position sur le vote. Voilà, le débat est nourri dans l'hémicycle, mais comme normal. Géraud Verny demande la parole pour dire vraiment, mais là, si vous voulez, c'est pas une petite phrase qu'il faut analyser dans le débat, etc. Il demande à prendre la parole sur un rappel au règlement pour demander à une femme de l'hémicycle d'arrêter de lui casser les oreilles. Donc je pense que non, il n'y a pas eu vraiment de surprise, peut-être oui, sur la virulence et sur la fermeté du rappel à l'ordre de Yaël Braun-Pivet, mais elle est applaudie par la gauche et il y a plusieurs aussi députés du bloc central qui se regardent tous et qui commencent à se lever pour applaudir un peu, pour soutenir ce qui vient de se passer. Parce que là, c'est vrai que c'était quand même manifeste une volonté de se payer une députée dans l'hémicycle. Et Sandrine Rousseau qui dit, d'ailleurs on a pu discuter avec elle hier avec Elsa, et elle nous dit que ça fait 2 ans en fait qu'à chaque fois qu'elle prend la parole dans l'hémicycle, que des députés parlent beaucoup plus fort pour couvrir un peu sa voix, et elle a été quand même touchée que Yaël Braun-Pivet prenne sa défense jeudi dans l'hémicycle. Vous dites ça fait 2 ans, et justement on a, Elsa, tu as exhumé une archive d'LCP sur un incident assez similaire. Je crois que c'était en 2023, c'est ça? Pendant la réforme des retraites, il y avait déjà eu beaucoup de députés femmes qui s'étaient plaints justement des réactions quand elles prenaient la parole. Et donc là, on va écouter la députée insoumise Aurélie Trouvé. J'observe quand même que, en particulier quand une femme s'exprime, ce qui est le cas ici, il y a un brouhaha incroyable dans cet hémicycle. Franchement, mais franchement, on est dans un hémicycle où pour la première fois, cette assemblée est présidée par une femme. J'ai 5 vice-présidentes à mes côtés. J'ai une première questeur. J'ai 4 présidentes de groupe. Mais arrêtez! Alors, donc cette
on a entendu la voix là, de Yaël Braun-Pivet. C'est une réaction très différente de la part de la présidente de l'Assemblée nationale. Elsa, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi est-ce que le contexte était différent à l'époque ? Alors, c'était pendant la réforme des retraites. Il y avait eu beaucoup de députés de gauche qui avaient accusé une partie de l'hémicycle de sexisme, puisqu'elles considéraient que dès qu'elles prenaient la parole, leur voix était constamment couverte, ou voilà, il y avait des interpellations, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de députés de droite ou Ensemble pour la République et la présidente de l'Assemblée nationale qu'on a entendue avaient dit « mais arrêtez, c'est pas du sexisme ». Voilà, ça fait partie en fait de la bataille politique, et ce qu'on dénonce, c'est des arguments. Il y avait vraiment eu pas du tout d'unanimité dans l'hémicycle. C'était une période où c'était très tendu. Donc voilà. Là, en l'occurrence, complètement différent sur l'interpellation de Géraud Verny de l'UDR, parce que c'est assez équivoque en fait. Enfin, il se lève vraiment, il a les yeux, il lève les yeux en l'air, il dit casser les oreilles. Sandrine Rousseau, elle est en train de défendre la position voilà, des écologistes sur la suspension des retraites. Et il y a un point important aussi, c'est que quand elle réagit cette semaine face à Géraud Verny, Yaël Braun-Pivet fait référence à d'autres rappels à l'ordre qu'elle a dû prononcer ces derniers temps. Oui, c'était de Laurent Jacobelli et Kevin Pfeffer, puisque au compte-rendu de l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau, elle me dit, moi, je n'ai pas entendu exactement, mais j'ai lu au compte-rendu et elle a demandé des sanctions. Quand elle s'exprimait lors de la journée d'initiative du Rassemblement national, y a des réflexions, il y a un docteur dans la salle, elle est complètement siphonnée, arrêtez-la enfin, elle a le syndrome Gilles de la Tourette, manger des graines, ça rend dingue. Donc voilà, elle a dénoncé. Donc, tout ça, c'est des phrases prononcées par des députés RN. Laurent Jacobelli, Kevin Pfeffer, et donc ils ont été rappelés à l'ordre tous les deux. Qui peuvent aussi expliquer que quand Géraud Verny intervient, ça commence aussi à faire beaucoup. Exactement, et c'est des phrases qui sont inscrites au compte-rendu que tout à chacun peut consulter sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a un service spécifique qui note et qui essaye vraiment de noter, on les voit en bas de la séance dans l'hémicycle, qui essaye de noter chaque petite interpellation pour vraiment parfois, avoir un compte-rendu le parfois plus ça peut donner, on découvre des échanges assez drôles parfois. Un mot de la sanction qui a été prononcé contre ce député UDR, Géraud Verny, un rappel à l'ordre. Ça a quelles conséquences exactement pour lui? Ça se situe où dans la hiérarchie des sanctions? Aucune. Ça n'a aucune conséquence particulière. Il y a 4 niveaux de sanctions. Je parle sous le contrôle d'Anne-Charlotte qui a bien regardé. Oui, il y a 4 niveaux. Donc rappel à l'ordre, c'est le plus bas niveau, effectivement. Ouais. Après, il y a rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, où là, le député concerné perd un quart de son indemnité sur un mois. Ensuite, il y a censure, où c'est la moitié de l'indemnité pendant un mois. Et ensuite, la plus haute sanction, c'est censure avec exclusion temporaire, où le député concerné perd la moitié de son indemnité sur 2 mois et ne doit pas se présenter à l'Assemblée nationale pendant 2 semaines. Et ça s'est produit plusieurs fois ces dernières années. Oui, l'exclusion temporaire, c'est déjà arrivé avec Sébastien Delogu, notamment l'insoumis qui avait brandi un drapeau palestinien. C'était arrivé pendant le débat sur la réforme des retraites avec Thomas Porte, et puis également avec Grégoire de Fournas, quelques semaines avant, il me semble, dans l'hémicycle. Et c'était la première fois depuis longtemps que l'on voyait un tel spectacle désolant dans l'hémicycle. Ouais. On va parler à présent de cette commission d'enquête qui va sans doute faire parler d'elle dans les semaines qui viennent. Commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Le député UDR Charles Lalonque en sera le rapporteur. C'est logique puisque c'est l'UDR qui est à l'initiative de cette commission. La surprise, Anne-Charlotte, elle est venue cette semaine du choix du président de cette commission. Explique-nous. Oui, en fait, cette semaine, la commission s'est réunie pour élire le bureau. Et donc, vous l'avez dit, Charles Lalonque, qui est député UDR, sera rapporteur. Il était question de choisir le président de cette commission. Et le bloc central avait décidé de soutenir Erwan Balanant, qui est un député du groupe Les Démocrates. Et finalement, il y a un autre député du bloc central qui s'appelle Jérémy Patrier-Létus, qui est un député Horizon, qui s'est présenté et qui a été élu président à 14 voix contre 7. Et beaucoup déplorent qu'il ait été élu président avec les voix de l'extrême droite, justement. Et derrière ça, il y a un contexte politique, il y a quelque chose. En fait, cette commission d'enquête, il faut savoir que le groupe UDR, au début, cet été, voulait une commission d'enquête sur le coût de l'immigration et qu'ils ont retiré cette demande pour faire celle sur l'audiovisuel public. Justement, au début septembre, après l'élément déclencheur, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la publication de la vidéo des 2 journalistes du service public, Thomas Legrand et Patrick Cohen, qui discutaient avec des responsables du Parti socialiste. Et donc, l'extrême droite avait beaucoup réagi. Et Jérémy Patrier-Létus était aussi sur une ligne très dure, puisque dans un tweet, il disait « un journaliste ne devrait pas dire ça, un journaliste
journaliste ne devrait pas faire de politique, le service public de l'audiovisuel doit être neutre, et il avait saisi l'Arcom lui-même. Donc c'est vrai que certains déplorent que à la fois le rapporteur et le président soient sur une ligne très dure, alors qu'en général on essaye un petit peu d'équilibrer les rôles, de répartir en tout cas les rôles entre président et rapporteur de commission d'enquête. Et pour nos auditeurs qui veulent aller plus loin sur ce sujet, je les renvoie à l'excellent article que tu qui est à venir aujourd'hui, que tu publies aujourd'hui sur le site d'LCP. On termine ce Bourbon Hebdo avec une sorte de transhumance presque habituelle, on peut dire. Les anciens ministres qui retrouvent leur mandat de député. Je savais que ça s'arrêterait. Vous savez, il faut toujours savoir se préparer. Je vois beaucoup de collègues qui malheureusement n'ont pas parfois su se préparer au fait que ça s'arrête. Il y a deux types de personnes, ceux qui se préparent, ceux qui ne se préparent pas. Je fais partie de la première catégorie, donc je n'ai pas de coup de blues et je me suis remis au travail de suite. Pas de coup de blues pour Laurent Marcangeli, ancien donc ministre de l'Action et de la Fonction publique. Il y est resté un peu plus de 9 mois, je crois. De retour à l'Assemblée donc. C'est peut-être l'occasion de rappeler cette phrase célèbre de François Goulard. Oui, François Goulard, un ancien ministre de Jacques Chirac, qui disait « Être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas ». Donc ça illustre bien... Donc là, c'est pour ceux qui ne sont pas vraiment préparés. Voilà, exactement. Ce n'est pas le cas de Laurent Marcangeli qui disait qu'il était préparé. Mais voilà. On peut rappeler la règle peut-être Oui, en gros, quand vous êtes ministre et que vous revenez sur les bancs de l'Assemblée, il y a un délai d'1 mois. C'est le code électoral qui le prévoit. Là, en l'occurrence, il y a 6 anciens ministres qui sont revenus la semaine dernière parce qu'ils avaient été ministres démissionnaires jusqu'au 5 octobre, il me semble. Et 2 autres qui sont arrivés hier. En l'occurrence, Elisabeth Borne, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Ça l'arrangeait un peu, on peut le dire. Voilà. Pourquoi ? Elle n'a pas eu à voter parce qu'elle n'a pas eu sur la réforme des retraites. De sa réforme des retraites. Et puis Agnès Pannier-Runacher qui est revenue aussi hier, l'ancienne ministre de la Transition écologique. Elles sont revenues hier parce que toutes les deux, elles avaient été reconduites dans le gouvernement de Lecornu 1 qui avait duré quelques heures. Et Agnès Pannier-Runacher qui disait hier que elle, en tout cas, c'était bien pour elle de revenir au Parlement puisque c'est là où il y avait le pouvoir, là où tout se passait. Donc elle disait c'est l'endroit où il faut être pour compter. Donc on sent qu'il n'y avait pas de déception à revenir, plutôt l'idée d'être un peu dans cette... Donc elle n'avait pas vraiment envie de continuer au gouvernement. Mais on peut peut-être préciser que quelqu'un comme Laurent Marcangeli ne retrouve pas exactement les mêmes fonctions qu'il avait à l'Assemblée. Il était président de groupe, là, il ne retrouve pas son poste. Non, il ne retrouve pas son poste. Après, il y a aussi plein de considérations techniques qui sont un peu plus pratico-pratiques, mais il faut trouver des bureaux. Et on ne met pas Elisabeth Borne, ancienne première ministre, n'importe où. Donc il y a aussi un jeu de chaises musicales qu'il faut organiser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des députés qui sont aussi montés au gouvernement. Donc il y a de la place, on peut faire des changements, etc. Mais effectivement, pour les groupes, il faut refaire de la place à ces députés-là. Et comme la droite républicaine avait fait de la place à Michel Barnier, évidemment, quand c'est des gens qui ont eu une stature d'ancien Premier ministre, etc., ils ne retrouvent pas forcément la même place dans l'hémicycle d'ailleurs, mais en même temps que vous avez 3 anciens premiers ministres entre Gabriel Attal, Michel Barnier et Elisabeth Borne, ça fait beaucoup. D'un mot quand même sur ce rôle assez ingrat des suppléants qui du jour au lendemain se retrouvent catapultés, députés dans une grande machine compliquée à comprendre, et puis du jour au lendemain ils doivent plier bagages. Comment ils vivent ça, vous le savez ? Alors, je pense qu'ils s'y préparent et surtout qu'ils savent aussi que, quand on est suppléant, on sait un petit peu, on connaît son rôle. Ce qui est encore plus compliqué que d'habitude, c'est que parfois, on sait que quand son député devient ministre, c'est pour 2, 3, 4 ans. Là, on a des gouvernements. Le bail peut durer quelques semaines, 1 mois, 2 mois. Donc, il faut quitter parfois sa fonction locale, son travail. C'est pour finalement peut-être rester que quelques mois à l'Assemblée. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 3. Bourbon Hebdo, c'est donc terminé pour aujourd'hui. C'était riche, c'était divertissant. On a appris plein de choses. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. La séance est levée.